On devrait être en direct et on est en direct. Bienvenue à tous, bienvenue sur Akasha Media, en compagnie de Nico, en compagnie de Aline. Aline Peugeot avec nous ce soir pour cette émission. Bonsoir Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir Bonsoir tout le Aline. monde. Bonsoir Aline, pour cette émission consacrée qui a pour titre Du chaos à l'éveil spirituel, un titre qui porte un livre du même nom, voilà. Voilà. Et un parcours derrière. Et un parcours derrière. Alors, le protocole d'usage veut que le... Voilà, déjà, super James, tu m'as devancé. James est un clairvoyant, tu vois, il y a pas de secret. Ah, j'entends, il y a quelqu'un qui écoute l'émission de derrière? Chez moi, non? Chez moi, non? Alors, attends. Un, deux... C'est bon. Non, c'était moi, c'était mon portable. Voilà. Autant pour moi. On est, voilà, c'est pas encore de... Voilà, j'ai un portable qui me sert de retour, j'ai changé de place, alors du coup, j'entends le son retour et qui tire sur le casque qui est à côté. Alors, donc, James qui nous dit que le son est impec, voilà, donc il a devancé mon appel de demander aux auditeurs si le son était vraiment nickel de mon côté, aussi bien que du côté de Aline. Et donc, cette émission peut commencer. Aline, un livre que j'ai à côté, aux éditions Exergue, Du chaos à l'éveil spirituel, sorti il y a combien de temps? En janvier de cette année. En janvier de cette année, donc il y a à peu près 6 mois. Mm. Aline, ce livre, alors vous pouvez poser vos questions par le message live sur YouTube, ne vous gênez pas, aussi par le formulaire, sur le site akasharadiotv.fr. Je n'ai pas dit, Aline, on a fait quelques séances off. Je dis, mais ton livre, je donnerai un avis quand je serai en direct. D'accord. Oui. Donc, histoire de mettre un peu l'attention, enfin attention, entre guillemets, non, en fin de compte, je t'avais donné un tout petit peu mon avis, qui était que... Est-ce que tu es cinéphile? Non. Pas trop cinéphile. Donc, Non. ceux qui sont cinéphiles comprendront sûrement parce que quand on est cinéphile, on a quelques réalisateurs parfois de prédilection qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Dès les 100 premières pages, ça m'a surtout fait penser à un réalisateur qui aurait pu faire ton histoire. Ça aurait été tout à fait, enfin du moins pour les 100 premières pages, parce qu'après c'est autre chose, qui est Lars von Trier. Lars von Trier qui a fait des films comme Breaking the Waves, où on est vraiment sur... Lars von Trier est quelqu'un qui aime bien étaler sa dépression sur plusieurs films. Donc, et là, c'était typiquement du Lars von Trier, mais dans la forme. C'était parce que, quel parcours. Quand on voit le titre, j'ai commencé à dire le titre du chaos à l'éveil spirituel. Bon, du chaos, donc on parle de quel chaos? Parce que le chaos, c'est relatif à chacun. En effet, oui. Donc, au bout de 200 pages, on voit un peu le chaos sur lequel tu pars, avec une flamme lumineuse, très lumineuse quand même, qui te maintient tout au long de ce parcours pour arriver à Aline Peugeot de maintenant, en 2018. On va parler du passé, mais l'essentiel, c'est surtout le présent. Aline Peugeot, en 2018, comment va-t-elle? Très bien, elle va très bien. J'ai plein de gratitude envers la vie que j'ai eue. Si ça devait s'arrêter demain, je serais satisfaite du parcours réalisé. C'est vrai qu'avec un effort de mémoire, parce que maintenant je suis plus cette personne qui a vécu tout ça, donc je dois me faire un énorme effort de mémoire pour retrouver les émotions que j'avais à l'époque, parce que c'est plus moi, c'est une étrangère vraiment qui a vécu tout ce premier parcours de vie. Et donc, moi, maintenant, de mon côté, je suis entièrement satisfaite parce que j'ai compris, en fait, que tout ce qui m'était arrivé, quelque part, c'était pas la faute du monde extérieur, comme je le pensais. C'était pas moi qui n'étais pas aimable ou qui n'étais pas faite pour vivre sur cette terre, mais c'était ma façon à moi de voir les choses, en fait, qui me pourrissait la vie, tout simplement. Et donc, du coup, c'est rassurant parce que
ça montre que le monde, quand on se libère de ça, ben le monde devient beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus, on a plus envie d'y être, d'y rester, parce que c'est vrai qu'avec un parcours comme le mien, on n'a qu'une envie, c'est que tout s'arrête. Et maintenant, ben il y a plus, j'aime bien dire souvent, il pourrait y avoir une bombe qui explose à côté de moi, mais je verrai rien du tout. Je suis plus aux aguets, je suis en confiance. Le monde n'est pas l'enfer comme je le pensais au début, en fait. Maintenant, voilà. Ce parcours, on va pas relater le livre parce que le livre, il sert à ça, il doit être lu et puis il y a ce parcours, mais il y a certaines étapes dans ce parcours. Si tu es OK d'en parler avec moi. Bien sûr, ben, j'ai tout dit, alors j'ai plus rien à cacher. Voilà, parce que c'est ça aussi qu'il va voir, c'est un livre qui amène, enfin moi qui m'a amené au non-jugement, parce que forcément le parcours est pas, il est assez particulier. Il y a aussi parfois certaines, comment dire, est-ce que c'est des erreurs? Est-ce qu'on peut appeler ça des erreurs de parcours pour Non, certaines parties? c'est une direction. Derrière chaque choix, il y a une raison en fait, et cette raison, elle est légitime du côté de son auteur. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je dis beaucoup qu'on peut pas juger les autres parce que on peut pas être à leur place, on peut pas être dans leur peau et on sait pas. C'est pas parce qu'on n'aurait pas réagi pareil que la réaction de la personne n'est pas légitime. Parce que nos réactions, elles sont tributaires de toute une construction personnelle. Donc, c'est tout aussi légitime que la construction de quelqu'un d'autre, hein, de son voisin. Et tout simplement, Voilà. Chacun a des émotions qui lui sont propres par rapport à un événement et quelque chose qui touchera mon voisin, moi, va peut-être pas me toucher. Ben là, c'est la même chose. Ça nous est propre. C'est vraiment une essence. Et quand on s'identifie à nos émotions, déjà nos émotions, elles nous sont propres aussi, nos quêtes aussi, parce que moi, ce qui m'a guidée toute ma vie, c'était la quête de l'amour, la quête du partage, de l'échange, vraiment une quête de toutes ces valeurs que j'avais à l'intérieur de moi. C'est ce qui m'a sauvée d'ailleurs. Sinon, j'aurais pu tomber du mauvais côté et choisir choisir d'être méchante, d'être aigrie, d'être haineuse, d'être pleine de ressentiments par rapport au parcours que j'avais. Mais non, j'avais cette chose là dont tu parlais au début, cette fameuse flamme qui me disait que non, j'étais dans le juste, qu'il y avait quelque chose de bon, quelque chose d'amour qui pouvait que exister parce que je l'avais en moi. Et même si je m'y prenais archi mal pour le manifester, ou pour le demander, ou pour le recevoir. Mais déjà là aussi, je me trompais. En fait, l'amour, ça se demande pas, ça s'accorde. Et en fait, toute une première partie de vie, j'ai cherché à ce qu'on me le donne, quelquefois avec violence. Voilà, et c'est ça qui me perdait à chaque fois, parce que une violence engendre une autre. L'amour peut être violent. Voilà, c'est pas parce qu'on dit amour que tout est beau, que tout est féerique. Non, l'amour peut être très violent. Oui, c'est dans sa première partie de ce parcours de vie, on est sur cette définition. C'est ce que j'allais poser la question, c'est comment a été ta définition de l'amour. Donc tu y as répondu en partie, et je faisais mes références cinématographiques après. Donc il y a Lars von Trier, puis ça me fait penser aussi à un autre film où il y a une citation dans ce film. C'est un film de Lelouch qui s'appelle Hasard et coïncidence, je crois qu'on quoi. Et dans ce film, c'est basé sur une citation d'un poète qui dit « Plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre ». C'est une citation où chacun peut avoir son avis, parce que plus malheur est grand, plus il est grand de vivre, oui et non. Oui et non, d'une certaine façon. On a là-dedans une approche un peu chrétienne, un peu catho, qui serait de dire, oui, donc il faut souffrir pour voir la lumière, et donc il faut parfois souffrir, il faut donner de son corps. On est sur le truc du sauveur qui donne de sa chair et puis de son corps. C'est ce que certains peuvent être amenés à penser en lisant ce livre. Je dis, ouais, donc elle est ce qu'elle est maintenant, mais qu'est-ce qu'elle en... C'est qu'à le dire, enfin, de manière grossière, qu'est-ce qu'elle en a chié pour en arriver jusque-là. Le parcours dans
d'en baver pour arriver à des facultés, il n'est pas forcément... On peut avoir un parcours un peu plus cool aussi. Là, Ah oui, 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 bien sûr, évidemment. C'est heureusement même. donc, Oui, oui, non, l'autoflagellation, heureusement, non, c'est pas pour nous. Non, on peut très bien, on peut très bien y être amené autrement, mais je crois que c'est une question d'évolution, de compréhension, de libre arbitre, voilà. alors ça commence déjà déjà, il y a quelque chose qui est assez, qui est un peu relatif, enfin, on rencontre souvent ça chez les personnes qui sont adoptées. C'est ce besoin de reconnaissance. C'est déjà, on est sur quelque chose. L'enfant adopté, ensuite, quand il va être dans la phase de l'enfance, voire de l'adolescence, a toujours, en tout cas, c'est un cas qui est relaté dans une grande partie de ceux qui sont adoptés, même s'ils sont bien dans la famille, hein, il n'y a pas de souci. Mais toujours ce besoin de revenir à la racine, ce besoin comme une reconnaissance. C'est, alors toi, ce qui n'a pas facilité la chose, c'est la maman, on dirait, adoptive, qui dit cash et direct, je ne suis pas là pour... Mon rôle, c'est pas de t'aimer, mon rôle, c'est de t'éduquer. À partir de là, c'est pas évident, Aline. Non, c'est très dur, bah oui. Surtout quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur et on se rend bien compte qu'on n'a pas, que les copains, ils ont des parents qui les aiment, qui les prennent dans leurs bras, qui les embrassent, qui ont des petits mots gentils, puis et on remarque bien qu'on n'est pas au même tarif. Alors déjà qu'on sait que c'est pas nos vrais, enfin si c'est nos vrais parents, mais déjà que c'est pas nos parents de sang. Et on s'interroge beaucoup sur ces liens de sang, on les envie, on se dit, punaise, ça change tout, ce lien de sang, ça engendre le véritable amour, ça engendre la fusion, ça engendre que des bonnes choses. Et bon, rien n'est de plus faux, hein, parce qu'il y a des familles de sang où ça se déchire et où ça se fait violence et où il y a des atrocités. Mais quand on est adopté, on pense que non, chez eux, c'est bien, ils sont bien lotis et ils ont de la chance. On s'aperçoit pas que c'est pas typique de l'adopter, d'avoir une famille qui est pas forcément aimante ni capable de vous apporter l'affection que vous êtes en droit d'attendre. D'autant plus que là, la famille, elle a un nom. Et c'est un nom... oui. Voilà, on ne peut pas faire plus connu que ce nom qui est... donc, tu as été adopté par ses petits-fils, hein, du constructeur automobile Peugeot. Voilà. Voilà. Donc il y a la pression en plus parce qu'on est déjà rejeté par la société qui vous regarde comme quelqu'un de favorisé, quelqu'un une bourgeoise quoi. Et vous êtes rejeté en même temps dans la famille même. Alors c'est extrêmement dur en fait. Vous avez que du rejet de partout et vous savez que votre mère génitrice vous a rejeté. Donc en fait l'extérieur c'est que rejet. Et c'est difficile de construire des bases solides à partir de ça. C'est très difficile et c'est encore plus difficile sur cette période de 2 à 5 ans. De 2 à 5 ans avant l'adoption, parce qu'avant l'adoption, il y a un peu de lourd aussi. Hein. Il y a quelque chose... D'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est passé. On est dans l'abus. Oui. Donc, on est dans l'abus. C'est quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu as eu à le traiter, on dirait ensuite, arriver à... Quand tu as été dans le début de l'éveil, il y a à peu près moins de 10 ans, je pense. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu qui a nécessité une thérapie particulière avec les armes, enfin du moins avec les armes que tu avais les armes spirituelles que tu avais? Non, parce que c'est quelque chose... si tu parles de ce qui s'est passé avec le mari de la nourrice, hein, eh ben en fait je l'avais complètement, c'était trop noir pour moi et c'est sa femme qui me l'a dit quand je cherchais à retrouver ma mère et j'ai d'abord retrouvé cette nourrice chez qui elle m'avait laissée et c'est elle qui m'en a parlé et ça a fait bizarre à l'intérieur et je me disais ah mais c'est pour ça en fait ça m'expliquait pas mal de choses, pas mal
comment je pourrais dire, cellulairement, la manière dont je me comportais avec le masculin. C'est-à-dire qu'il y avait toujours de la crainte, de la peur, et en même temps cette envie d'être en harmonie, de pas susciter l'intérêt, de pas susciter de réaction chez le masculin. Et je commençais à comprendre mes choix aussi, parce qu'en fait j'aurais pas pu choisir pire que ce que j'ai choisi pour m'autodétruire, que la voie que j'ai prise, ayant un problème avec le masculin. Alors, au niveau du micro, est-ce que là, on m'entend mieux? Parce que apparemment, mon micro n'était peut-être pas assez fort. Est-ce que là, c'est OK pour tout le monde? Je vais attendre le retour. Moi, j'entends bien. Oui, oui. Mais apparemment, je vais attendre avec le petit temps de latence. Est-ce que j'ai eu d'autres commentaires concernant mon micro? Oui, OK, c'est bon. Pour Cécile, c'est oui. Si pour Cécile, c'est oui, c'est OK. Donc, oui, déjà, ne serait-ce que dans cette période de 2 à 5 ans, déjà, en plus, on est sur quelque chose qui est vraiment donc, inconscient. Donc, c'est chez certains, parfois, lorsqu'il y a ce genre d'expérience, alors qu'on est dans ce stade de l'enfance, ça peut se réveiller ça peut bloquer, ça peut créer des schémas bloquants, à partir d'un certain stade de vie. Ah oui, c'est clair que j'ai un problème avec les effusions, l'approche tactile avec mes proches. C'est vrai que oui, il y a une certaine retenue, il y a une certaine oui, il y a une retenue dans la crainte. Crainte de quoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Mais je fais avec, j'explique. J'explique et ça c'est ce que je dis. Il n'y a pas une manière de montrer l'affection, l'amour et l'attachement. Il y a plein de manières différentes et on fait avec nos outils. Donc si j'ai des outils qui ont été blessés, ben, j'utilise d'autres. D'accord. Alors c'est pas évident parce qu'on va parler du pardon. On va parler du pardon parce que, justement, tout à l'heure, je disais, quand on a déjà une maman adoptive qui nous dit déjà d'entrée de jeu, je ne suis pas là pour t'aimer, mais pour t'éduquer, ça annonce déjà un petit peu la couleur de ce que va être un peu la vibration familiale. Bon, il y a cette maman, on dirait adoptive, tu as appris à l'aimer d'une certaine façon après. Mais c'est pas évident parce que quand même, quand je revois des passages où quand même on te faisait manger, enfin voilà, ça c'est du détail, mais pour manger à table, enfin tu faisais que manger les restes. Donc quand on lit tout ça, on se dit mais comment on peut pardonner? Comment on peut pardonner à cette maman? Parce que elle a été, elle aussi, de son côté, élevée d'une manière assez rigide, difficile. Elle a été rejetée en tant que l'aînée de ses frères et sœurs. Elle devait s'en occuper. Elle était un peu... elle était mise au rebut. C'est vrai que ses parents étaient un peu comme ça avec elle. Donc c'est normal qu'elle faisait la même chose. Et... j'avais, pour elle, je représentais tout ce qu'elle n'avait pas. Donc c'est normal aussi qu'elle essaye de casser, une certaine sorte de vengeance. Pourquoi je le pardonnerais chez tout plein de gens que je continue encore à rencontrer, et pourquoi pas chez elle? Tout simplement. C'est pas parce que c'était ma mère et qu'elle aurait dû, enfin, pas qu'elle aurait dû, elle a fait ce qu'elle a pu, mais disons, elle n'avait pas... Elle n'était pas au-dessus des autres, elle n'avait pas à faire plus de preuves que d'autres. Voilà, j'ai pas à en attendre plus. Elle a fait comme elle a pu, avec sa propre construction à elle. C'est vrai que ça laisse des traces. Hein. Maintenant, dans le frigo, je regarde toujours les dates et on me fera pas manger un yaourt qui est périmé d'un jour. Hein. Au moins, il y a ça. Mais alors, donc ensuite, on on aborde l'adolescence et justement avec en plus, quand on en rajoute la crise, ce que certains traversent, la crise d'adolescence avec cette souffrance-là de la reconnaissance,
évidemment, là, on commence à en faire baver aussi à ses à ses parents, que ceux qui soient adoptifs ou pas. Et là, c'est, on va dire, c'est entre guillemets, c'est les premières bêtises, que je dis entre guillemets, hein, parce que ce qu'on peut voir comme des bêtises, qui sont toujours, dire, associées, encore une fois, à déjà partir de ta condition, partir pour avoir de la liberté. Partir pour la liberté, mais quand on est sur le schéma de la reconnaissance et sur le schéma de je veux être aimé à ma juste valeur, est-ce que tu peux nous raconter ce schéma qu'il y a eu à partir de l'adolescence, qui a mené ensuite au reste? Oui, à l'adolescence, en fait, c'est la violence qui a explosé là. Avant, j'étais dans la soumission, je subissais, et à l'adolescence, c'était de la rébellion et la violence autant la violence enfant, je la retournais contre moi, autant à l'adolescence, c'était saturé, et il fallait que je la ressorte sur les personnes qui suscitaient autant de peine. C'était à l'adolescence que j'avais essayé de mettre le feu à la maison, voilà, parce que tout simplement, je voulais être comme les autres et vivre en HLM et être libre d'aller dans les supermarchés, dans les cinémas, parce que tout ça c'était interdit. C'était vraiment une prison dorée peut-être, mais une prison. Donc on fait marcher les ménages et on essaye de trouver des petites choses intelligentes pour essayer de s'en sortir. En l'occurrence, moi, je me suis dit, c'est une bonne idée, si cette grande maison brûlait, oui, on pourrait aller en appartement et on serait heureux, comme les autres, comme les copains. Et là, voilà. Tu manques justement de mettre le feu à la maison. Et encore une fois, donc c'est la correction. D'ailleurs, tu parles ça me fait penser aussi à quelque chose. Tu parles aussi, il y a eu pas mal, comme tu dis, de coupures aux fesses et de correction. Mais qu'est-ce que tu dis justement maintenant? On est en 2018, on est à peu près du même âge. Donc on a connu un peu ça à cette époque-là, hein, soit le père qui sortait la ceinture, tout ça. Maintenant, on est dans une sorte de protectionnisme qui est légitime, parfois qui est un peu excessif, avec des discours comme des discours très très superficiels qui est faut-il autoriser la fessée ou pas. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis justement de ce protectionnisme, de ce trop, parfois de ce trop protectionnisme par rapport à l'enfant? Une bonne claque sur les fesses, ça n'a jamais fait de mal à personne, mais c'est vrai que dans le visage, je trouve que c'est assez violent, c'est humiliant. Mais sur les fesses, je trouve que ça remet les idées en place. Voilà. La médiumnité, on va faire, parce que là, c'est en alternance avec la médiumnité. La médiumnité, elle est là depuis enfant. Elle est là depuis l'enfance, elle est là depuis... oui, mais je ne le savais pas. Oui, mais en fait, c'est comme j'avais pas de contact extérieur, j'avais pas de dialogue, d'échange avec l'extérieur, sans m'en apercevoir, j'ai gardé ce lien avec moi-même. J'étais ma seule référence. Et quand on continue à se parler à soi-même, à être dans l'introspection, en fait, on est en introspection et on garde ce lien avec notre essence, celle qui est avec tous ces antennes qui arrivent sur Terre et qui ensuite, avec le conditionnement, sont étouffées. Mais comme j'étais dans une démarche rebelle et de rejet de tout, j'ai pas été beaucoup conditionnée et donc c'est devenu un mode de fonctionnement, un automatisme chez moi. Je pensais que c'était normal. J'ai pas vu qu'il y avait une différence. Et comme je parlais très peu avec les autres, quand je les observais, je me disais, bon, ils font vraiment pas d'efforts, ils sont feignants, ils pourraient quand même essayer d'être plus intelligents que ça. Je croyais que c'était un petit peu de l'intelligence. Mais bon, quand je voyais mes notes à l'école, je me suis dit non, ça c'est pas du tout de l'intelligence. C'est peut-être que je suis perspicace à l'observation, c'est tout. Et c'est qu'après, il y a 8 ans, quand je me suis tournée dans tout ce qui est spiritualité et que j'ai lu plein de livres, que j'ai découvert que c'était être médium. Et je me suis dit, c'est rigolo ça, mais du coup, je vais essayer de
de renforcer ça, de le faire sur demande, parce que moi je le faisais pas sur demande, ça venait comme ça, et ça m'intéressait beaucoup de savoir si à la demande ça pouvait venir, et effectivement, à force de techniques qui arrivent à faire installer ce silence du mental où tout peut venir, effectivement j'avais des choses qui arrivaient, et des phénomènes à la demande, des phénomènes qui se manifestaient, et des choses que j'entendais, et tout est revenu comme ça. Alors j'étais émerveillée, moi je me disais chouette, ça peut aller aussi loin que ça. Et effectivement ça me rappelait que quand j'étais petite je voyais déjà des choses, mais c'était pas du tout agréable. Voilà, mais justement, parce que j'ai posé la question, comment ça se traduisait? Donc comment était les visions, comment ça se traduisait? Toi tu parles justement, et je pense qu'on peut être que là-dessus, du moment que la vibration que tu vibrais dans une sorte de vibration de souffrance, hein, déjà de non-alignement par rapport à toi, et encore plus dans l'enfance, forcément, les connexions ne sont pas forcément les plus lumineuses. Non, c'était affreux. C'était affreux, c'était vraiment des films d'horreur, en fait. Ça sortait des murs, ça sortait des tableaux, ça sortait des... Ça me tirait par les pieds, j'étouffais dans mon lit parce que je retrouvais plus le haut pour pouvoir respirer. Ça me griffait, j'avais l'impression qu'on me griffait le visage aussi la nuit, mais je hurlais de terreur, et à chaque fois que je hurlais, la mère adoptive venait, et puis je me faisais taper, quoi, donc c'était pas rigolo du tout. Ouais, c'était le double effet, là. C'était la double sentence. Non seulement on se faisait, donc non seulement tu te fais en plus harceler par ce que certains appellent, entité du bas astral ou autre, et après, c'est la matière qui te donne des claques. C'est le retour au réel. On en était sur l'adolescence, parce que ça va pas aller, parce qu'après on en vient après justement sur ce schéma qui te fait rencontrer donc des personnes, des hommes qui vont pas plus, enfin voilà, où tu vas demander un certain amour à ces hommes-là, mais qui donnent tout sauf ce qui est juste. Je crois que je crois que je le faisais exprès, et plus c'était compliqué, plus ça m'attirait, en fait. Comment dire, oui, j'attirais des profils qui pouvaient que vouloir profiter de moi, et moi j'étais dans la démarche de leur montrer qu'ils pouvaient être des gens bien. Donc c'était complètement l'opposé dans les intentions. Eux c'était dans l'intention de me vampiriser, et moi c'était dans l'intention de les rendre meilleurs. Donc forcément ça va pas dans le même sens. Donc c'était assez compliqué, c'est clair. Mais on dit que justement les personnes avec qui on vit, les personnes avec qu'on rencontre, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Comment tu as pu le percevoir, toi, ce reflet tel qu'il était dans cette période-là? On avait la même violence. D'accord. Pas pour la même chose, mais c'était des gens extrêmement violents, et moi aussi. Même si c'était au nom de l'amour, mais on sait, au nom de l'amour, il y en a, ils font des attentats, hein. Oui. Au nom de leurs convictions, au nom de leur quête, au nom de ce qu'ils estiment être de l'amour pour eux. Et ben voilà, moi j'étais au nom de l'amour, j'étais extrêmement violente. On est sur le détachement du corps aussi. Le détachement du corps, cette manière de percevoir ton corps qui va t'amener ensuite à rencontrer donc le chemin de la prostitution. Si tu souhaites l'évoquer. Mais pour moi c'était pas grave le corps. J'avais été élevée dans l'endurance, hein, avec des privations, avec des punitions où on me mettait dehors à l'époque où je vivais, il faisait moins 15, moins 20 en hiver, sans manger et pendant des heures et des heures, donc j'avais beaucoup d'endurance, et peut-être cette faculté aussi de me détacher du corps. Et pareil, quand j'étais frappée, j'essayais toujours de sortir du corps pour pas avoir mal, pour pas avoir la douleur. Donc du coup, je m'étais détachée facilement du corps. C'était pas l'essentiel pour moi. Et en plus, ça me ramenait que des soucis, puisque j'attirais les regards, j'attirais l'attention, et tout ce que je voulais, c'était le contraire.
Je voulais pas je voulais passer inaperçu. Et du coup, pour moi, c'était pas grave que de vendre ou de louer ou de vendre un corps, parce que l'essentiel était ailleurs. L'essentiel était dans le cœur, et j'avais vraiment cette fierté en moi de me dire, peu importe ce qu'ils me font, mon cœur, ils l'auront jamais, et ils m'interdiront jamais de penser. De plus, tu le fais par nécessité. Enfin, voilà, tu le fais pour manger. Ah oui, Voilà. parce que je suis très éprise de liberté et très indépendante, et je voulais pas dépendre de quelqu'un. Donc, comme très tôt, j'ai eu des enfants, il fallait subvenir à leurs besoins, et c'est hors de question pour moi que de demander des pensions alimentaires ou quoi que ce soit. J'estimais que quand on a des enfants, on est responsable et on est à même de les nourrir. Donc, étant donné que j'avais pas été loin dans les études, que j'avais jamais eu l'occasion de travailler, que j'avais aucun bagage, j'avais essayé 2-3 petits boulots, mais à chaque fois ça tournait mal. À chaque fois on faisait des propositions douteuses. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller dans le vif du sujet. Au moins, il y a plus d'hypocrisie, on sait de quoi on parle. Voilà. Alors, je suis à fond au niveau du micro je peux la dormir normand. On m'entend, même moi, je m'entends encore plus fort ici, donc ça devrait être bon. Donc à un moment donné, on est c'est stop. À un moment donné, c'est quoi le moment où tu dis stop? C'est quand, à partir de quel moment où il y a saturation sur la déconnexion? Il y en a eu plusieurs, mais le plus gros, c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans où, même en étant sortie de du milieu de la prostitution, même en étant mariée avec mon mari actuel, même en ayant mon 3e enfant désiré et en ayant une vie stable, je le savais pas encore, mais je l'ai compris plus tard. Mais stop, parce qu'on sort pas indemne d'un parcours pareil. Et tant qu'on n'a pas posé les valises, on peut faire le tour du monde, elle nous accompagne, et c'est juste plus possible d'avancer. Et j'avais toujours pas compris qu'il y avait une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir le monde, et une compréhension par rapport à tout ce qui m'était arrivé depuis le départ qui pouvait apporter la libération. Et donc, oui, j'ai voulu mettre un terme à mes jours, mais toujours pareil, comme je veux pas abandonner puisqu'on m'a abandonné, et je voulais pas faire de la peine, et je me suis dit, il y a bien une solution, il y a quelque chose, il faut que je trouve. Et c'est là que, oui, ma connexion avec l'âme m'a sauvée, puisqu'elle m'a envoyé en télépathie le mot spiritualité, et je savais pas ce que ça voulait dire du tout. Et donc, j'ai fait des recherches par rapport à ça, et c'est là que tout a commencé, en passant par les Amérindiens et leur spiritualité, leur valeur de cœur. Je m'y suis retrouvée, je me suis dit, je suis pas toute seule. Enfin, il y a des gens qui pensent comme moi, il y a des racines quelque part, parce que même quand on retrouve ses parents géniteurs, en l'occurrence, moi j'avais retrouvé ma mère génitrice, même si ça n'a pas créé de lien, ça crée pas la racine de retrouver le géniteur. Ça ne crée pas la racine. La racine, quand elle est déracinée, elle l'est pour toujours. Donc, parce qu'elle est ailleurs, la racine, en fait. Et je l'ai trouvée dans les vraies valeurs, et je comprenais d'où ça venait, ces valeurs que j'avais en moi et que je comprenais pas. Et je me disais souvent, mais ce satané amour, pourquoi tu n'arrives pas à être comme tout le monde, mentir, être hargneuse, être manipulatrice, pourquoi tu profites pas des gens? Je vais essayer, mais rien que de me dire essayer, je dis, mais non, je peux pas, on peut pas. Quand on n'est pas comme ça, on peut pas le devenir. Enfin, je sais pas comment, s'il y en a qui arrivent s'il y en a qui arrivent à basculer, mais quand on est foncièrement comme ça, c'est pas possible. La ligne droite, on la tient. Quand vraiment c'est ancré en soi. Et du coup, ça m'a sauvée, parce que j'ai vu autrement le monde, et surtout quelque chose qui m'a beaucoup servi, c'est que je me disais que j'étais une imbécile, parce que au lieu de focaliser sur tout ce qui me plaît pas, au lieu de regarder constamment ce qui me plaît pas, je renforçais son pouvoir sur moi, alors qu'il était si facile de détourner le regard, de trouver un terrain vierge et d'y construire le monde auquel j'aspirais.
avec mes valeurs. Donc, je me suis dit, au lieu de revendiquer, soit. C'est vrai, moi je vais chercher à travers l'autre, que l'autre le révèle, tout ça. Mais bon sang, il fallait d'abord que je commence par moi-même, que je me révèle moi-même et que je sois, que j'atteigne cette sérénité qui permet la diffusion d'amour, voilà, sans condition. Déjà se sortir de la victimisation, tout simplement. Se sortir de sa condition de victime. À partir du moment où on se sort de sa condition de victime, eh bien on en finit de tomber sur le schéma du bourreau. Parce que en fin de compte, pendant une période, c'était ça. Tu retrouvais toujours le même type de bourreau. C'est clair. Oui, et puis de toute façon, j'étais mon propre bourreau à partir du moment où j'interprétais les situations dans une sorte d'automatisme, de cause à effet. Donc il suffisait que quelqu'un que je croise me dit non mais j'ai pas le temps de parler avec toi aujourd'hui, pour que paf, chez moi, ça faisait l'émotion de l'abandon. Je me dis ça y est, encore une fois, on m'abandonne. Alors que cette personne, elle avait tout à fait le droit de pas avoir le temps sur ce moment-là, mais c'était aussi exacerbé que ça chez moi. Tout était bon à être interprété comme j'avais construit moi cette habitude de voir les choses. Tout était rejet, tout était contre moi en fait. Oui, ouais, vraiment la victime. Ok. La spiritualité elle arrive au moment où on est dans une sorte de lâcher prise, où on se dit complètement. Dire ok. Il peut plus rien arriver de pire, de toute manière. Ah oui, c'est ça. Ah oui, là, c'est quand on est vraiment dans l'abandon, dans l'offrande de soi, dans l'abandon de soi. Alors, il est là, justement, ce qu'on appelle le vrai lâcher-prise. Le vrai. Le lâcher-prise n'est pas celui de se dire... Bon, aujourd'hui, mon boulot, ça me gonfle, je vais aller au cinéma, je vais lâcher prise. Ça, c'est pas du lâcher prise. Ça, c'est de la détente. Ça, c'est, voilà, ça n'a aucun rapport. Quand on parle, je pense qu'on s'est bien entendu là-dessus, hein, quand on avait préparé donc l'émission, ce lâcher prise, dans ce cas-là, quand il est dans le cas extrême, intervient quand on est la tête au fond de la poubelle. Ouais. Et qu'on lâche toutes les résistances. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, oui, je pense que c'est la mort. C'est à l'instant de la mort, je pense que tout le monde lâche prise parce que n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc, je pense que ce passage-là est aussi, c'est un peu similaire, je trouve. On est dans advienne que pourra. Voilà, je peux pas faire autrement. On lâche, on se laisse aller. Il vaut mieux se détendre, parce que dans la détente, ça se passe mieux. Ah oui, il vaut mieux. Puis d'ailleurs, les meilleures intuitions, moi, je les ai toujours sous la douche. Hein. Vraiment de détente. Hein. C'est rigolo. Moi, c'est toujours soit en m'épilant les sourcils, soit en me séchant les cheveux. Oui, voilà. C'est toujours dans son nom là, que justement on lâche tout. Voilà. C'est une sorte de mini lâcher prise. Voilà, quand on est, c'est un lâcher prise un peu plus cool. Voilà, mais on est dans cette forme de détente. Et là, donc, la spiritualité, donc, ce fameux mot, spiritualité, arrive. Et là, c'est le début du parcours. Le parcours, il y avait déjà quelque chose, dire à la base. Il y avait déjà c'est ça qui a en plus, c'est qu'il y avait déjà cette flamme dans mon là, c'est le début des compréhensions qui font sauter des verrous, qui font des déclics, qui font des libérations et chaque année, parce que attention, ça a duré quand même 8 ans, hein, celui qui vient de loin et qui emprunte le parcours, c'est pas en un jour qu'on va réparer ce qu'on a mis 50 ans à construire. Hein. C'est pas en un jour, non, parce que sur la route, il y a des pièges, qu'on se tend en soi-même, surtout quand on dit en soi-même. Il y a le piège, je pense que peut-être que tu es tombé dedans, ou alors que tu as dû te reprendre. C'est le piège justement de cette déconnexion encore avec le monde. Avec le monde, de se dire, ok, ce que je lis, ça me va. Finalement, la spiritualité, c'est ça, mais en fin de compte, on vit en enfer, quoi. Donc j'ai rien à faire avec ce monde-là. Moi, je n'ai qu'à m'élever, et puis les autres, ils ont qu'à rester là où ils sont. Et en fin de compte, c'est pas justement. Et on commence à être perché. Oui, en fait, je me suis isolée pendant 8 ans dans des bouquins, et c'est vrai que j'étais plus là. Il y avait mon corps, on lui parlait, mais moi, j'étais plus là, c'est certain.
Mais en même temps, j'ai pas été trop perchée parce que justement, mon approche, moi, elle était scientifique. J'ai beaucoup cherché des livres avec des témoignages avec des gens très terre à terre, avec une approche scientifique, ou alors qui étaient de formation opposée à ce qu'ils pouvaient dire ou ce qu'ils pouvaient avoir vu ou observé. Parce que là, ça prenait une valeur, une autre dimension. C'était beaucoup plus percutant pour moi. C'était plus des convictions. Donc, je pouvais pas aller m'envoler trop loin, puisque tout le temps, je cherchais l'explication cartésienne avant tout. Oui, donc déjà avec les pieds un peu plus ancrés sur Terre, déjà d'une part, c'est le juste milieu, c'est les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles. Oui, voilà, oui, là c'est ça, c'est ça. Quels sont les livres qui t'ont, à cette époque-là, oui, on est dans la soif de connaissance, justement, connaissance et savoir. Pour toi, oui, quelle est la différence? Moi, je suis la première à dire que j'ai pas beaucoup de facultés intellectuelles parce que j'ai aucune mémoire. J'ai beaucoup de difficultés de compréhension, on va dire, incarnée dans le sens où me triturer les méninges, c'est pas pour moi. J'ai du mal à comprendre des termes, les explications, les phrases comme elles sont tournées. Du coup, je compense en ressentant. Et ça, je le fais depuis toujours. Et je compense avec d'autres choses. Et je crois, en fait, je capte l'énergie des mots. Et quand je suis en conférence, par exemple, j'adore la science, la physique quantique. Et quand je comprends pas les termes, en fait, il y a une compensation qui se fait et je ressens les vibrations du mot et je les comprends. Et je sais si je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire ou si j'émets un doute. Et c'est déjà bien, hein, parce que, par contre, tout ce qu'il a dit, je comprends pas. Mais je sais que sur ce point-là, il y a quelque chose et donc, du coup, ça m'amène à aller faire des recherches moi-même, à chercher la définition des mots qu'il a employés, et voilà. Mais, ah ouais, connaissance non, mais de toute façon, moi, je sais rien. Je me remets en question quotidiennement et minute après minute, je suis en position de me remettre en question tout le temps. Il n'y a pas d'acquis. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu, et donc je crois qu'il faut vivre encore et encore, et c'est infini en fait. C'est ce que tu disais, donc ressentir les mots, ressentir l'expérience de l'autre, c'est ce qu'on appelle se relier à sa propre vérité à soi aussi. À sa propre vérité à soi, c'est voir qu'est-ce que ça nous évoque dans notre propre vérité à soi. Oui, et aussi avec cette approche que Greg Braden explique très bien que l'information est présente en état de données dans l'univers et qu'elle est palpable, elle est captable. Voilà, je trouve ça très cohérent parce que n'ayant pas eu de repères de parents aimants, guidants, et j'ai cherché, moi, et surtout, j'ai pas eu d'extérieur sincère, j'ai cherché la sincérité ailleurs, moi. J'ai cherché l'essence de la formation authentique dans ce que je pouvais capter. C'est comme ça que que j'ai développé ce mode de fonctionnement. Et ça fonctionne. Et beaucoup de gens fonctionnent comme ça, mais ils y croient pas. Rien que le fait quand ils disent, ah, je sais pas, mais je le sens pas, j'y vais pas aujourd'hui. Rien que ça, ils captent effectivement l'information qui est à l'instant présent et qui leur dit qu'effectivement, c'est pas le moment idéal pour faire ça. Et il y a parfois aussi, pour nous y aider, les synchronicités. Oui. C'est surtout, quand il faut y aller, c'est surtout les mauvaises qui arrivent pour nous laisser quelques signes de dire, oula, c'est pas cool sur cette voie-là, quoi. C'est pas cool sur ce chemin-là. Après, bon. S'il y a ce qu'il appelle la loi de l'amour sur l'humain, c'est le libre arbitre. C'est toujours laisser le libre arbitre de laisser à chacun faire son expérience, faire ses propres erreurs, entre guillemets. Toujours je mets des guillemets sur le mot erreur parce que on apprend toujours. Oui. Non, il n'y a pas d'erreur, il y a des expériences tout simplement. Et parce que erreur, ça veut dire jugement, et c'est un mot incarné, ça. C'est un mot de notre terre. Oui, voilà. Mais dans le libre arbitre, il y a aussi cette notion de pardon, d'inconditionnel et de lâcher prise. Aussi. Quand on exerce un libre arbitre dans toute sa splendeur.
cette reconnexion, alors du coup, ça fait sur cette période-là, donc il y a beaucoup de livres, il y a, bon voilà, tu te mets dans le rôle en gros du bébé qui commence à dire avaler sa petite blédine spirituelle. Alors, c'est quoi les livres qui t'ont le plus marqué, on dit. Alors, on était sur les Amérindiens aussi, ça t'avait assez marqué, ça. Hein. Oui, il y avait un livre qui s'appelait La Voix du cœur, oui. écrit par un Amérindien, mais je sais plus qui. Je l'ai dit avant, hein, j'ai pas de mémoire. Mais il y a les livres d'Alain Kardec, le livre des esprits, que j'ai trouvé très pertinent dans les réponses. Je me suis dit qu'ils étaient vachement plus intelligents que les réponses des humains et j'ai trouvé ça très sensé. Je me suis dit, ah oui, ils ont une bonne logique, ça résonne bien dans ce que je pense. Il y a eu l'expérience de EMI du docteur Eben Alexander, que j'ai trouvé formidable. J'ai plus le nom du livre en tête, mais c'est... oui, sur la NDE, oui. Ok. Sur la j'en ai eu, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Évidemment, les incontournables, Jean-Jacques Charbonnier, Père Brune. Et tous ces titres de témoignages de médiums, de passeurs d'âme, de ceux qui ont fait... Les EMI, vraiment, m'ont captivé. Hein. Oui, c'est ce que je veux dire. Tu as plus été attiré par, justement par les livres qui parlent d'expérience, par les personnes qui relatent l'expérience, que ce soit des EMI, que ce soit des NDE. Oui. On est dans cette notion d'expérience et on est justement sur qu'est-ce qui fait l'expérience. Est-ce que c'est l'expérience elle-même? Est-ce que c'est le fait de voir des angelots, des audios dans l'astral, de voir des archétypes vierges, peu importe, est-ce que c'est ça qui fait l'expérience ou est-ce que c'est ce qu'on en retient quand on revient au corps? C'est ce qui véhicule après. C'est ce qui se véhicule après en nous. Bah de toute façon, quand on voit quand on est en face de phénomènes paranormaux extraordinaires, puisque c'est pas de l'ordre de notre plan, on les ramène toujours. Hein. C'est indélébile dans notre corps et dans notre tête. Moi qui ai aucune mémoire, toutes les expériences que j'ai eues de cet ordre-là, elles sont au détail près gravées dans ma mémoire. C'est une mémoire d'une autre dimension, on dirait. Mais ce qu'on en ramène, je veux dire dans le sens dire éthique de vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans le sens de mission de vie. Parce qu'il y a beaucoup qui reviennent d'une NDE et d'une EMI complètement transcendées, avec une autre vision de la mort et surtout avec une autre vision de la vie, surtout. Et ça les change et du coup certains sont aussi amenés à changer de vie, à changer d'approche, à changer de travail. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Le plus important c'est ça, c'est pas l'expérience forcément elle-même dans son côté extraordinaire. C'est la prise de conscience derrière. C'est ce que ça véhicule derrière. C'est le travail en nous que ça véhicule derrière. C'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai parfois eu à reprocher, on dirait, à certains. Il y a eu le cas de certains qui ont fait des livres ou qui ont fait des témoignages où c'était. Il était à dire après que c'était pas du bidon, mais c'était limite. Ou alors ils en avaient rajouté. Et tout ça pour faire du spectaculaire. On y viendra après dans les dérives. On va aborder ce sujet-là. Hein. Mais bon, ben voilà. Et c'est des personnes qui, en fin de compte. Certaines personnes sont revenues dire aussi mal intentionnées. Exact. Oui, après, ça me frappe beaucoup d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah oui, faire une EMI rend pas meilleur à 100%, c'est vrai. Rend pas meilleur, voilà. Non. Non, c'est la prise de conscience derrière. C'est ce qu'on en fait ensuite. C'est ce qu'on en fait. C'est ça le plus important. Voilà. Ouais. Ça, ce qui veut dire qu'une expérience, quelle qu'elle soit, même 3 jours dans le coma, ou alors 6 mois dans le coma, ok, mais si derrière on en revient aussi pire, alors pareil qu'avant, l'expérience ne vaut pas grand-chose. Non, bah c'est clair. Voilà. C'est sûr, ouais. Oui, c'est vrai.
Et ben justement, c'est pour ça que je voulais pas que mes expériences entre guillemets malheureuses ne servent à rien. C'est pour ça que, que je les ai analysées, que ça m'a fait du bien et que je me suis dit ça faut que je partage parce que ça serait égoïste de garder pour moi. Ça va en inspirer d'autres. Ça va donner le courage à d'autres, l'élan à d'autres. Alors, tiens, j'ai quelques commentaires. Alors, il n'y a pas de questions. Alors, vous pouvez y aller hein, sur les questions. Hein. Là, je vois que les gens, bon, voilà, pour le moment, ils n'ont pas de questions, donc ils sont rivés et attentifs à ce que tu dis. Si ce n'est la Dôme qui nous dit Aline, votre témoignage est très poignant, mon cœur est touché, gratitude. Vous êtes incorruptible, tout simplement. Et qui suggère, si tu as lu le livre Traces de pas dans nos cœurs de Gary Morris. Non, j'ai pas lu ça. Ok, d'accord. Ah, je me le note, je vais me le noter. Alors, le parcours, il y a les livres et il y a les expériences. Et il y a surtout, qu'est-ce qui va faire l'amorce après d'aller à la pratique? Parce que là, c'est tout un truc aussi. Ah oui. Après, oui, quand j'ai vu que je pouvais être à la demande, c'est ça hein, dont tu parles. Hein. Oui, oui. Oui, quand à la demande, je pouvais en faire quelque chose de ces facultés-là. Je me suis dit, eh ben voilà, je vais continuer à aider l'autre, mais cette fois, je sais comment le faire. Et comment? Parce que je trouvais que c'était extraordinaire. La vie n'avait plus la même dimension quand on savait que c'était pas juste un parcours inutile, mais que ça continuait après, avec toutes ces notions qu'on découvre en spiritualité, qu'on choisit ses épreuves, qu'on choisit ses parents, qu'il y a la réincarnation et tout ça, et les niveaux d'évolution. Et je me suis dit, il faut que j'apporte des convictions de ce style aux gens pour qu'ils voient la vie différemment. Il faut que je fasse des contacts défunts pour montrer aux gens, pour les libérer, parce que souvent les gens ont du mal à continuer parce qu'ils ont des regrets, ils ont des remords, et même le défunt, hein, parce qu'il se dit, ils ont l'illusion que le dialogue est coupé, que les pardons n'ont pas été accordés, que c'est foutu, que c'est la fin du monde et la vie devient une horrible survie. Et du coup, de les remettre en contact entre eux avec des détails très précis et qui ne peuvent nier qu'effectivement ils sont en contact avec leur chair disparue. Et là, la parole libère et en même temps libère leur parcours qui doivent continuer sur la vie. Parce que combien de fois j'en ai récupéré qui voulaient rejoindre leur défunt ou qui estimaient que la vie ça serait plus jamais pareil et qui voulaient arrêter là. J'en ai récupéré beaucoup, sans parler du fait qu'il y en a qui vont consulter des médiums qui sont tellement méprisants qu'ils mettent encore plus à terre les gens qui ne le sont. Et ça le prochain débat. Exactement. Donc à ce niveau-là, donc alors comment justement on passe de, parce que c'est parfois cette amorce-là, elle est pas évidente et certainement énormément de temps d'être dans de se dire ok, j'ai ressenti les choses, je me sens un peu canal, tout ça, mais ça a été difficile d'oser, c'est vrai, voilà. Et c'est ma famille qui me poussait, qui me disait mais t'attends quoi? Alors moi tous les jours je disais je suis pas prête. Et en fait, tous les jours, quotidiennement, ils étaient assez bluffés parce que je leur sortais. C'était vraiment de plus en plus une évidence, de plus en plus éclatant ce que je pouvais faire. Et j'avais peur. Ben en fait, je le savais pas encore, mais j'avais un problème avec l'argent que j'ai toujours d'ailleurs. Mais j'osais pas me faire payer, j'osais pas faire payer ce genre de service parce que je me disais on peut pas se faire de l'argent sur le dos de la souffrance des gens. Et donc je me suis dit bon, en étant gratuite, je risque rien, je vais oser. Au pire, je me trompe, ben j'aurais rien pris à la personne. Et puis je suis partie là-dedans, donc évidemment en étant gratuit, on est très sollicité, surtout quand le bouche à oreille fait son chemin et puis que vous avez beaucoup de bons retours. Et en 6 mois, j'ai perdu 10 kilos parce que j'y étais de 4 heures du matin jusqu'à 23 heures le soir. Et je répondais, et je faisais des contacts, et je répondais. Mais moi aussi, j'étais contente, j'avais même plus faim parce que je me nourrissais de tout ce bonheur que je distribuais, en fait. Et je me suis pas aperçue que j'étais en train de décoller et puis que j'étais devenue un vrai squelette. Et c'est mon mari qui m'a dit, voilà, comme au gamin, si t'arrêtes pas, je te coupe tout. Voilà. Oui, mais là, on s'envole, voilà. Donc, on est... Alors, tu disais, voilà, tu disais justement que il y a toujours cette approche du genre, je n'osais pas me faire payer parce que il y a cette notion inconsciente qui est de se dire c'est un don, c'est cadeau, donc je dois en faire cadeau aux autres. Là, c'est tout un sujet aussi. Hein.
Oui, mais non, justement, je savais que c'était pas un don sacré, spécifique, tout ça, que tout le monde l'a, parce que moi, j'ai bien observé ma démarche, comment j'ai fait pour retrouver tout le potentiel de mes facultés, même si elles étaient là à l'état de latence, c'est quand même moi, par un travail que maintenant je distribue à travers mes stages, que je partage, c'est quand même tout un travail qui m'a amené, moi, à tout développer, hein, à tout faire exploser. Donc, je sais que tout le monde l'a. Après, tu sais, il n'y a pas de scrupule à avoir. Hein. Il y a certains qui se font payer juste pour dire en conseil. Hein. J'ai pas compris. Il n'y a pas de scrupule à avoir. Il y en a certains qui se font payer juste pour donner un conseil. Hein. Je parle bah ouais, oui, mais comme je t'ai dit, moi, je franchis pas la barrière. Moi, je reste sur une ligne d'amour et de partage et vraiment de faire au mieux pour l'intérêt de chacun. D'ailleurs, on est plus OK sur... appeler ça plus une faculté qu'un don, parce que oui, bien sûr. Parce que justement, il y a un problème, c'est que les gens, d'ailleurs, ce mot don, mais justement, il y a le don, je peux être mis à toutes les sauces. Un don, ça veut dire que c'est gratuit, voilà. Ouais. Oui. Donc, il y a toujours cette approche, on dirait inconsciente, ou alors certains, et là on peut l'évoquer aussi, qui ont aussi ce truc. Je n'ai rien contre les catholiques, je n'ai rien contre le catholicisme ni sur la chrétienté. Mais on est toujours dans cet inconscient dogmatique qui nous dit c'est un don de Dieu, c'est vilain si tu fais payer. Oui. Voilà. Oui. Ah bah oui. Bah oui, mais il faut que la religion engendre des peurs, sinon elle maîtrise plus les gens, elle domine plus les gens. Donc ça fait partie de ce genre de peur qu'elle véhicule et de croyances limitantes. Après, c'est une question de justesse. On peut donner un tarif, mais après, c'est être juste avec ce tarif-là. Bien sûr. Donc après, j'ai effectivement mis un tarif et j'adaptais suivant la situation. Évidemment, je m'arrêtais pas à ce qu'on me disait parce qu'à les entendre, ils étaient tous SDF. Hein. Donc je demandais la photo de la personne et je savais si c'était effectivement véridique ou si elle était en train d'essayer de profiter de moi. Mais c'est vrai que je continuais à être trop large, à être trop gentille et à distribuer un peu trop. Et du coup, ils m'ont rendu malade. Et pendant un hiver, j'ai eu la grippe 2 fois de suite, même que c'est pas possible. Mais j'étais rétamée. Mais j'ai compris. Après, j'ai dit d'accord, j'arrête, promis, je recommence plus. Et ensuite, j'ai cadré la chose parce que je voyais bien qu'à ce rythme-là, j'allais là aussi y laisser ma peau. Parce que j'étais là encore dans le sacrifice à l'autre. Voilà, une sorte de rappel des vieux démons. Oui. Genre, voilà, c'est ça. Hein. Oui. C'est toujours ce schéma qui revient. Je dis, oh là, tu repars dans cette direction-là. Voilà. C'est comme un fil rouge presque. C'est ça. Pas que le fil, il faut savoir le couper. Est-ce qu'on arrive à le couper, ce fil? Oui. Ouais, parfois c'est plus évident que d'autres fois, mais on y arrive. Oh oui, on y arrive parce que quand on a goûté à ce que ça fait, au bénéfice, on n'a pas trop envie de subir de nouveau. Ah oui, mais non, mais on y arrive. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est la reconnexion. Voilà, donc on était sur ce moment où tu lisais beaucoup de livres, mais est-ce que à ce moment et au moment de la pratique, comment c'est venu petit à petit tes connexions? Là, je vais peut-être parler un peu plus technique, mais est-ce que tu as fait bon, tu parles de beaucoup de méditation. Est-ce que tu parles surtout de reconnexion à ta médiumnité? Voilà. De reconnexion, et comment on se reconnecte, enfin, comment c'est venu dans la pratique? Non, moi j'ai pas beaucoup médité, j'y arrive pas à méditer sans rien faire, donc du coup j'ai une autre technique qui est tout aussi efficace, c'est de vivre dans l'instant présent en conscience. Parce que ça affaiblit le mental, parce que le mental, lui, il est toujours en train de ruminer en arrière ou de se projeter en avant. Par contre, à l'instant présent, il n'a pas de nourriture. Il a rien sur quoi s'appuyer, il a plus ses automatismes, ses repères. Et en étant dans l'instant présent, c'est là qu'on arrive à recevoir énormément de choses. Ça l'affaiblit. On est dans un état second un peu. C'est un état de conscience modifié. On est justement dans cette volonté, dans ce truc de lâcher le mental. Le mental, il a une fonction, le mental. Il sert
à calculer, il sert Oui. à ordonner les choses, Mais quand on veut, ouais, voilà, mais quand on veut être en connexion, il sert à rien. il sert à rien. D'accord. Non, non, parce que quand il intervenait, il me faussait tout. Par exemple, quand j'avais des éléments, quand je recevais des éléments, pour moi qui étaient assez incohérents ou pas assez nombreux, par exemple, j'avais un carré, quelque chose de carré et la couleur bleue. Et mon mental, il disait, mais tu vas pas lui dire carré bleu, tu vas trouver un objet qui peut être carré de couleur bleue. Et je me suis dit, mais non, 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 là, je vais donner une interprétation par rapport à mes propres repères, moi. Et du coup, à la consultante, je lui ai dit, je vois un objet carré, bleu, posé à côté d'une photo. Et je me suis dit, elle va me dire que je suis nulle. Et là, elle a fondu en larmes, parce qu'en fait, il s'agissait d'une clé USB qui était posée à côté de la photo de son mari défunt et sur laquelle ils avaient mis toutes les photos de l'enterrement. Donc c'est là que je me suis dit, oh punaise, je l'ai échappé belle un peu plus et j'essayais d'interpréter et puis j'avais tout faux. Et c'est ça que je fais bien comprendre dans mes stages aussi. Surtout, dites comme ça vient. N'essayez pas de faire des recoupements, n'essayez pas de comparer ou de voir à quoi ça peut ressembler. Dites pur. Et j'ai du 100% réussite au niveau des ressentis photos et au niveau de pas mal d'exercices pratiques que je leur fais. Et les gens, ils sont épatés. Épatés. Et parce qu'ils ont des éléments, ils ont les éléments qui étaient. Donc, tu passes, voilà, c'est par ces exercices-là que tu passes à la pratique, que tu... bon, les connexions, tu les faisais sur Internet, hein, tu les faisais... À distance, oui, et puis comme j'étais très timide encore, j'osais pas parler, donc j'écrivais sur le clavier par Messenger. On m'envoyait une photo récente, et moi, je fixais cette photo récente, et j'envoyais tout ce que je recevais en écrivant. Parce que j'osais pas le contact direct avec les gens. Et après, un jour... mon numéro de téléphone commençait à circuler et quelqu'un m'appelle en pleine journée et puis me prend de court et me demande, elle était pas bien du tout, donc j'ai pas eu le cœur à lui dire non. Et du coup, je suis partie en connexion tout de suite et je lui ai fait son contact défunt, mais alors les doigts dans le nez. Et j'ai pas eu le temps de réaliser, en fait. J'ai tellement été prise par surprise que le mental n'a pas eu le temps de me mettre la barrière de la peur. Et du coup, ça s'est passé tellement bien que je me suis dit, oh là là, ah mais c'est chouette parce qu'en plus la voix, ça m'apporte d'autres éléments parce que ça avait duré très longtemps. Et je me suis dit, puis finalement, c'est cool, j'ai pas eu peur, ça se passe bien, les gens, ils me mangent pas au téléphone. Donc du coup, j'ai osé dire que maintenant je consultais par téléphone. C'est rigolo, mais vraiment, j'ai avancé doucement, doucement, doucement. Et maintenant, c'est par Skype, même et téléphone. Même si je regarde pas les gens par Skype. Enfin, c'était parce que maintenant j'ai arrêté pour des raisons, pour plein de raisons. On va évoquer, oui. Mais par Skype, les gens me regardent s'ils veulent, ils voient que c'est bien moi. Mais moi, je continue à fixer leurs photos et toujours sur écran parce que j'ai remarqué quand j'imprime la photo, je perds toutes les énergies. J'ai presque plus d'indications, donc je les garde telles qu'ils me l'envoient sur écran. Ah, je devrais essayer. Oui, c'est marrant, hein, une photo sur écran et imprimée, on dirait que ça perd énormément de choses. Pour moi. Ok. Voilà, titre personnel, voilà, juste un échange d'expérience. J'ai eu une fois une bonne connexion en touchant l'image de la personne sur l'écran. Oui. Et il y a eu quelque chose de vraiment, dire en 5-6 mots, hein, voilà, qui a été comme une vérité que la personne a appris, mais qui a dit, ok, ne m'en dis pas plus, c'est bon pour moi. Oui. Voilà. Oui. Et ce qui a été génial aussi, c'est que quand je faisais par téléphone, et même encore, par écriture sur Messenger, et par téléphone, mais par Messenger, ce qui me surprenait, c'est que les gens, ils ressentaient des choses. Ils ressentaient des vibrations, ils ressentaient du chaud, ils ressentaient du froid. Vraiment, on aurait dit qu'ils vivaient la connexion en même temps que moi. Et ça, c'est juste extraordinaire, en fait. On est sur c'est la base même de la connexion clairvoyante. On est sur ce truc qui est de l'empathie, c'est la base. Hein. Oui. Donc, à condition que cette empathie soit vraiment travaillée et qu'on soit OK avec ça. Parce que là aussi, c'est un chemin. Travailler sa propre empathie aux autres, c'est évidemment une faculté qui nous élève lorsque on rentre en connexion avec l'autre, quand on lui apporte des éléments. Mais on est sur une faculté, donc l'empathie, qui peut nous plomber la vie, comme tu peux savoir, quand on a
quand on perçoit l'émotionnel de l'autre et qu'on n'arrive pas à le rejeter, qu'on le garde trop en soi. Oui, oui, c'était le cas au début pendant une année, et puis après je me suis renforcée et j'ai réussi à prendre le recul nécessaire, mais toujours dans le même amour de l'autre, hein, toujours dans la même compassion. Comment tu vas travailler? Et je me suis aperçue que je l'accompagnais mieux en plongeant pas avec lui, tout simplement. Comment tu l'as travaillé tu l'as travaillé par certaines pratiques, tu l'as travaillé de quelle manière, si tu sens de l'expliquer? Pour retrouver toutes mes facultés? Justement, pour gérer cette empathie. Réflexion, observation et préservation. Ça me tenait à cœur de me préserver, parce que quand on a touché quand on est sur une mission d'âme comme ça, parce que vraiment, je me réalise, on n'a pas envie que ça nous file entre les doigts, et ça dépend que de nous. Et donc, il faut qu'on se préserve et qu'on prenne soin de soi en premier. Et c'est pas en vivant les malheurs des autres, en ayant l'impact du malheur de l'autre, plus l'autre, d'accumuler tout ça, qu'on arrivera à être efficace. En fait, j'ai fini par comprendre que c'était vraiment être dans l'infini amour de l'autre que de se préserver. C'est-à-dire que je peux aller longtemps, je peux être là longtemps. Que si c'est du à coup, à un moment donné, si je me préserve pas, l'autre il va croire que je l'abandonne, mais moi je suis au fond du trou avec, donc je peux plus rien lui amener. D'accord. Voilà. Donc c'est ce genre de compréhension qui m'a fait réaliser. D'accord. On en vient après donc c'est là où on en vient justement. Donc je peux me déclarer médium. Enfin voilà, c'est toi qui le dis. Mais j'arrive dans ce milieu spirituel, c'est ça, voilà, je sors du bois, je fais mon coming out, c'est parti, je me lance, et là, quelle jungle, quelle jungle. Oh là là, ça a été la joie pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis très vite, je me suis fait repérer parce que le bouche à oreille, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne énormément sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé à avoir des retours, on marquait des mots et ça s'est vu. J'ai été espionnée, je le savais pas. Et en fait, j'avais fait l'erreur de penser que le domaine spirituel voulait dire valeur spirituelle et que tous les médiums ne pouvaient que être dans l'amour comme moi. Et donc j'ai avancé le cœur en avant, sans bouclier. Et je me suis fait abattre. Bizutage, c'est ce qu'on appelle du... Ah, mais ça, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, ne se rendent pas compte. Maintenant, un peu plus maintenant. Mais c'est pas... C'est comme l'artisanat. Hein. Il y a des escrocs. Il y a des escrocs, il y a des gens qui profitent, c'est un véritable business, il y a des réseaux, il y a de la manipulation, on vous dit que vous êtes envoûté juste pour que vous alliez consulter le copain avec qui on fait affaire. Oui. Et on vous dit ça aussi surtout pour vous faire peur et que vous reveniez, on vous raconte n'importe quoi. C'est le cheval de Troie, hein. On lance le germe de la peur dans l'inconscient de l'autre, dans le mental, et après, on laisse mûrir. Mais ça, c'est le truc de, c'est un petit peu la technique de base de celui qui veut faire. Et puis ça démonte, s'il y a un médium qui commence à avoir une bonne réputation, qui est dans son coin discret, ce qui était mon cas, on va monter toute une cabale pour l'abattre. Hein. On va faire courir des bruits complètement faux, mais qui vont se propager. Et quand ça revient à vos oreilles, ça vous sidère parce que vous êtes sur votre petit nuage, vous donnez tout ce que vous avez de bon cœur et paf, on vous envoie des paroles, des mensonges, des insultes, même des menaces, hein. Et j'assume ce que je vous dis, hein, j'ai eu des menaces de coups. Donc là, on tombe de haut. Et j'ai voulu tout arrêter parce que je me suis dit, c'est pas vrai, je sors d'un milieu où il y avait ça, pour retourner dans un milieu où il y a ça, c'est pas du tout ce que je voulais. Et je me sentais pas, je concevais pas qu'il faille se battre pour diffuser l'amour, c'était complètement contradictoire. Et je comprenais pas qu'il faille se défendre, qu'il faille se justifier alors qu'on fait rien de plus que faire de son mieux pour l'intérêt de l'autre. Alors, est-ce que tu t'es
un moment donné, tu dis, ok, il m'arrive ça, donc on veut m'entrer, on veut m'entrer dedans, bon, qui se passe, donc mais pourquoi? C'est, ok, le métier, c'est la jungle, hein, il y a des animaux sauvages, donc qui veulent... Mais à un moment donné, je reviens à ce que je disais en cours d'émission, l'extérieur étant aussi un reflet à l'intérieur. Comment tu as pu... Selon toi, comment tu as pu analyser pourquoi ces attaques-là? Est-ce que toi-même, tu voulais... Oui, je m'en suis sortie avec encore une fois, avec une pirouette de pensée. Je me suis dit, Aline, si ça te blesse, si ça te choque, avoue-le, c'est parce que tu aimerais bien qu'on t'apprécie, que tout le monde t'apprécie. Et ça, c'est de la fierté. Ça, c'est de l'orgueil. Et comme je veux pas être comme ça, eh ben, je t'assure que c'est parti. Hein. Je me suis dit, ah ben c'est bon, moi je veux bien accepter qu'on me critique. Voilà, j'ai entourloupiné mon mental pour qu'il accepte le truc. D'accord. J'ai reçu des questions par mail, tiens, des commentaires et des questions. Alors, c'est Jennifer. Alors, tout d'abord, il y a Annie. Annie qui avait été, justement, je lis son commentaire parce qu'elle l'avait envoyé avant l'émission, donc quand même respect à Annie d'avoir utilisé le formulaire en amont de l'émission. Bonjour Aline, vos guides vous informent-ils d'une quelconque urgence? Est-ce que la spiritualité retrouve ses lettres de noblesse et une grande place dans le cœur des hommes, afin peut-être de sauver la Terre, de s'aligner avec l'univers et pour que injustice, famine ou guerre puissent cesser un jour? Merci Aline pour votre merveilleux livre, Amour et bienveillance. Ouais, c'est gentil Annie, mais il y avait une question au début? Oui, vos guides vous informent-ils d'une quelconque urgence à ce que la spiritualité retrouve ses lettres de noblesse et une grande place dans le cœur des hommes? Non, il n'y a pas d'urgence, c'est un but, mais il n'y a pas d'urgence parce que urgence signifie temps, et le temps, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être préoccupant sur les autres plans. Mais c'est une espérance, oui. C'est une espérance et c'est d'ailleurs la direction dans laquelle je vais. Dans ce que je propose dans le développement personnel, j'essaye d'accompagner les gens à se réparer, à se retrouver, à retrouver leur essence divine, les amener sur le chemin de la sérénité, parce que c'est en harmonisant les gens avec eux-mêmes qu'on peut construire une humanité harmonieuse. Voilà. C'est parce que les gens sont en souffrance qu'ils transmettent que la violence existe et que la guerre existe. Si tout le monde allait bien, il n'y aurait pas, ou moins. Donc tu es justement dans cette... c'est pas une génération, mais tu es dans cette évolution oui. de la clairvoyance qui mise plus à se connecter aux gens au présent, à les aider à s'harmoniser eux-mêmes au présent pour qu'ils prennent leur avenir en main, pour qu'ils soient plus sereins avec leur avenir, plutôt que de tomber, comme d'autres font. Et c'est OK s'ils le font, l'autre. S'ils le font, c'est qu'il y a un besoin aussi. Mais de faire ce qu'on appelle la bonne aventure, la Madame Irma, avec sa boule de cristal. Oh, tiens, quand vous allez sortir, il va vous arriver ça, ça, ça et ça. Voilà, vous me devez 60 €. Et encore, elle n'est pas chère. Oui, c'est vrai. Non, mais oui, c'est deux choses. Que les gens prennent conscience que les facultés, ils les ont, que ça se travaille, et qu'ils peuvent accéder aux informations eux-mêmes, au lieu de remettre leur vie entre les mains de n'importe qui, parce que c'est très dangereux. Et aussi que se relever de souffrances, de douleurs, d'épreuves difficiles, c'est possible. Et pareil, là, j'accompagne et je donne... je leur transmets un autre point de vue, un regard avec du recul qui leur permet comme moi, de réaliser que oui, effectivement, on peut voir les choses différemment et les rendre supportables, voire même quelquefois une aubaine, de par la compréhension que ça engendre. Ok. Voilà. D'ailleurs, les gens, on entend plus à utiliser maintenant le mot clairvoyance que voyance. Hein. Il y a ce mot voyance, maintenant, elle est tellement reliée avec... oui. Avec justement ce côté caricatural de la diseuse de bonne aventure qui se limite à ça. Parfois, elle pouvait donner des conseils, mais c'était relativement, je veux dire, assez peu.
Oui. C'était, voilà, on sortait donc le jeu de cartes, et puis, voilà, et puis c'est parti. Mais c'est pour ça On- aussi que j'ai stoppé dans ce milieu-là et que je voulais pas être identifiée à tout ça et je cautionne pas un domaine où n'importe qui peut se déclarer médium, voyant, thérapeute alors qu'ils sont en pleine dépression eux-mêmes et qu'ils n'arrêtent pas de transmettre aux autres leurs propres problématiques. Et tant qu'il n'y aura pas un code de déontologie ou des tests sérieux, fiables avant toute installation, eh ben voilà. j'ai honte. En fait, j'ai honte. Et c'est pour ça que j'arrête. Parce que j'ai honte de tout ce qui est galvaudé là-dedans. C'est pas évident de créer un certificat, hein, Aline. C'est qui. On aimerait bien aussi, hein, qu'il y ait une sorte, tu vois, entre guillemets, de bac, tu vois, Oui, de oui. CAP, voilà. C'est bon, voilà, je présente un peu, mais oui, mais au moins une sorte de. Bien sûr, Quelque ah, chose mais qui un soit minimum, reconnu. c'est quand même faisable des tests. Parce que en 2 ans, j'ai dû aller ne pas avoir d'informations sur 5, 6 personnes, mais en 2 ans, et en faisant tous les jours, j'avais le passé, le présent et certains éléments qu'ils allaient être amenés à découvrir sur tous les consultants. Donc c'est pas compliqué quand même de réussir un test. Mais je crois que il y a certaines institutions qui faisaient ça, mais ça, je ne sais pas si ça existe encore. Des institutions privées qui donnent une sorte de label, on dit entre guillemets, de reconnaissance, clairvoyance, tout ça. Bon, je ne sais pas si ça existe encore. Alors peut-être que ça existe, mais ils ne sont pas encore suffisamment assez connus. Ou bien Ouais. alors c'est du domaine privé. Et là, bon, on n'est même pas sûr si l'institution elle-même n'est pas corrompue Ouais. par quelque chose Ouais, d'autre. ouais. Donc voilà. Donc, bah, c'est comme ces écoles de médiums. Oui, 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 c'est pas en France, hein, ça. Il me semble que c'est un peu plus, je crois que c'est Suisse, je ne vais pas dire des bêtises, Suisse ou pays européens, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, mais est-ce qu'on devient médium à partir de rien? Est-ce qu'on devient médium en suivant donc une école? Non, Franchement, ben ça demande un état d'esprit quand même, hein. Ça voilà. demande et ça demande aussi d'être stabilisé soi-même, hein. On peut pas, comme pour les thérapeutes, il faut déjà qu'ils soient soignés eux-mêmes avant de vouloir soigner les autres. Les médiums, il faut qu'ils se soient épurés d'énormément de choses. Exactement. Parce que, parce que l'information, on doit la transmettre la plus épurée possible pour qu'elle soit la plus proche, la plus parlante possible à la personne. Parce qu'on ne peut pas interpréter une information, parce que c'est pas notre vie, c'est pas notre histoire, c'est pas notre environnement. Donc, un médium, avant tout, il faut qu'il soit vraiment bien dans ses baskets, vraiment stable, épuré d'un maximum de choses. Elle est, Voilà. Vous vous rendez compte si j'avais été médium il y a 20 ans, avec ce que je trimballais, bonjour. exactement. Et il y a tellement de gens qui disent ça. Ah, moi, j'aimerais bien être médium avec, voilà, avec ce qu'ils sont maintenant, tu vois, dans leur orgueil. Ouais, mais petit padawan, il va falloir que tu te réalignes Ouais. autrement. Et le réalignement, il est pas forcément de tout repos. Parce que quand il faut lâcher du lest, ça Oui. demande des années, ça demande justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce fameux lâcher prise. Mm. Et c'est pas forcément un chemin de tourpeau, parce que quand justement on a des résistances à lâcher, puis et c'est parfois pas évident. Mm. Non, mais c'est vrai, mais Et puis par regardez la ce conscience de ce qui cause. se dit dans ce milieu-là. Il y a Michel Delpech qui parle à 1 million de gens, il y a de Balavoine pareil qui parle à 1 million de gens, c'est dingue parce que de leur incarnation, on les connaissait même pas. Enfin, un minimum de logique, un minimum de cohérence quand même, on demande. Là, on ose tout, là, hein, c'est le lâcher-prise total, ouais. Dans les bêtises. Ah, mais il y en a qui canalisent Bob Marley, hein. Il n'y a pas de souci. Oui. Je ne Ouais. critique pas, je ne fais que dire. Voilà, on peut rencontrer le tout. Si les gens sont OK avec ça, ben, il y a pas de problème, hein. Voilà. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça dans sa propre vérité. Donc, comme quoi, tu disais tout à l'heure, je lisais les trucs et j'en ressentais Oui. la manière, enfin, comment ma vérité me parlait par rapport à ce que je lisais. Mm. Les dérives de la voyance, les dérives. J'ai noté, alors je n'ai pas tout noté, mais quand même le coup de celui, si tu l'as
si tu l'as écrit, c'est que forcément que tu l'as vu, et à mon avis, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que, moi-même, moi, ça ne m'étonne pas du tout, du médium voyant qui va, avant une consultation, voir la page Facebook de son client. Ouais, et encore, c'est plus subtil que ça, parce que c'est pas lui qui s'en charge, c'est un collègue. Parce que lui, alors, lui, il dit qu'il a pas de Facebook, hein, pour être bien clean, mais il a un collègue qui est sur Facebook et qui a un compte et qui va regarder tout ce qui se passe, et l'autre transmet ça. Alors, forcément, la personne, elle est épatée. Ah oui, oui, ça, je l'ai découvert, oui, oui. Ah, ça a fait une sacrée histoire à l'époque. Oui, on ne dira pas de nom, on s'en fout, mais bon, voilà. Non, non. Non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais c'est... Je suis pas dans les polémiques et je leur donne pas de nourriture. Non, puis même, voilà, j'ai pas l'importance, c'est que quand même, ça va jusque-là, quoi. C'est que... L'information, elle est bonne à entendre pour les consultants, quoi. Pour qu'ils ne sachent que ça existe. Donc qu'ils gardent leur esprit critique et qu'ils vérifient si quand on leur donne une information, c'était pas sur leur mur il y a 3-4 ans en arrière ou ce genre de choses. Et voilà, c'est pour ça que je le dis. Pour que les gens vérifient, ne prennent pas tout en disant oh là là, elle m'a dit ça, mais en fait c'était marqué en gros sur un compte, même s'ils ont oublié eux, la personne l'a trouvé. C'est pour ça que je le dis, pas pour casser tous ces médiums-là, hein. On peut pas, parce qu'ils se reproduisent comme des lapins. Après, je crois qu'il y a aussi parfois, dans le milieu associatif aussi, les associations qui organisent, c'est soit des conférences, ou soit ce qui est de plus en plus en vogue, enfin, de plus en plus, ça a toujours été un petit peu en vogue, mais maintenant avec Internet, on n'entend pas plus parler, parce qu'on a plus... on a plus d'informations dessus, de savoir où ça se passe, mais c'est ce qu'on appelle les médiumnités en salle. Là-dessus, il y a je ne veux pas utiliser le mot mafia, c'est pas le mot, mais quoique, je ne sais pas quel sera ton... Si, on peut dire que c'est des méthodes de mafia, parce que il y a des médiums qui ont la main mise sur des associations et qui ne supportent pas que la concurrence vienne, donc qui fait du chantage. Et c'est comme... Donc, au lieu de... Les associations, alors, elles marchent avec le tiroir caisse, donc elles vont prendre le médium qui ramène le plus qui fera le plus d'entrées. Oui, ça, et ça se dit les associations spirituelles. Donc là, il y a quelque chose qui va pas parce que normalement, la spiritualité, il y a de l'ampleur. Donc l'ampleur veut dire qu'on amène beaucoup de richesses qui viennent de personnes différentes. Voilà, et on fait pas du business juste parce qu'on mise sur un cheval de course qui en ce moment a le vent en poupe. Voilà, ça c'est pas respecter les gens qui suivent l'association, ça c'est pas respecter les adhérents parce qu'on leur donne toujours la même nourriture. Et du coup, ils ont le fameux libre arbitre, ils l'ont pas parce que il y en a qui ont pas forcément internet et puis qui se nourrissent que d'un seul son de cloche. Voilà, et c'est pas spirituel du tout ça. Voilà. Et mis à part le préjudice que c'est pas des... Vous savez, moi je dis vous parce que je parle à tout le monde. Hein. Ce sont des techniques commerciales qui sont répréhensibles au niveau de la loi. Hein. Exactement. Parce que en ce qui me concerne, je suis quand même un auteur qui fait la promotion de son livre et qu'on me barre la route comme ça en faisant du chantage, en téléphonant, même quelquefois on envoie des mails aux personnes chez qui je dois faire des interviews. Tu as peut-être pas eu droit, Nico. Mais on envoie des mails en disant oui, vous n'avez pas intérêt à faire paraître l'interview, sinon moi je veux plus que vous mentionniez mon nom, moi je ferai jamais d'interview avec vous. Voilà, on en est là. Alors oui, c'est des méthodes de mafieux, bien sûr, puisqu'il y a du pognon en jeu. Donc oui, c'est mafieux. Oh, je pense que ça m'arrivera pas parce que je pense que ça m'arrivera parce que ils auront ce que tous se connaissent la réponse que je pourrais avoir. Voilà, ou alors le geste. Lié à la parole. Voilà, donc oui, c'est... mais en plus, moi j'ai pu remarquer parfois qu'il y a... Bon, il y a des conférenciers, médiums, moi j'ai eu assisté par vidéo à une conférence d'une personne pour qui la médiumnité en salle, c'était plus je sais pas si tu vois ce que c'est la vente sous chapiteau, tu vois, où on enferme les gens et puis on palabre, on dit on palabre, on les enferme dans une sorte c'est comme de l'hypnotisme, hein, c'est sur une question que les personnes nous envoient, nous
on lui fait, on l'a fait parler, voilà. Alors que la voyance, Oui. alors que la clairvoyance, c'est nous qui nous donnons le plus d'infos que la personne nous envoie, quoi. Donc, Ah, complètement, oui, oui, oui. Moi, on est dans une moins j'en sorte sais sur la personne, plus c'est facile. Hein. Je leur dis toujours, taisez-vous, taisez-vous. Juste la photo, ça me suffit pour être rentré en connexion. Mais oui, mais ces séances, ces médiumnités en salle, c'est pour moi du attention. spectacle. Alors, C'est comme si on lançait des cacahuètes alors pas tous, pas tous. voilà, à un public en fait, parce que ça rime à rien. C'est pas Alors, constructif, pas c'est tous. frustrant et c'est parfois indécent. Alors, pas tous, voilà. J'en connais quelques-uns qui font très bien. Oui, bien ils sont sûr, assez oui, rares. oui. Voilà, quand on dit médiumnité en salle, je parle de certains qui pratiquent Oui, en bien salle. sûr, mais oui. On est bien d'accord. Oui. Que moi, j'ai pu voir par des trucs YouTube ou autres, où Oui. là, même à l'analyse, on est cirque-pindaire, hein, c'est chapiteau. Voilà, les gens se rendent pas compte. Et en plus, sur des personnes qui font des conférences surtout, enfin voilà. Moi, la somme de livres que j'ai derrière moi, je peux faire des conférences aussi sur pas mal de trucs. Mais bon, est-ce que j'en ai la légitimité de parler? Est-ce que j'ai la légitimité de parler d'un sujet sur lequel je n'ai fait que lire? C'est mieux quand on est conférencier sur des choses qu'on a expérimentées. Ah, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais, exact. Il y en a certains, voilà, qui ont un catalogue comme ça Oui, oui, oui. de conférences. Oui. Ils sont très intelligents. Bon, on va arrêter de balancer. Oui. Voilà. Ce livre, il t'a fallu beaucoup de temps pour le sortir, parce qu'il y avait quand même aussi une histoire avec les noms, parce que il y avait pas mal de personnes qui étaient impliquées dedans, ne serait-ce que je fais référence notamment à la famille, voilà, qui a un nom, et par rapport à ce que tu dis dedans, parce que c'est vrai que Eh ben, j'ai voulu écrire un livre. Mes parents étaient adoptifs, étaient encore vivants. Quand je leur en ai parlé, ça a été l'apocalypse. Donc, j'ai tout de suite laissé tomber l'idée. Et quand ça s'est représenté, je l'ai écrit en 3 mois. Mes parents étaient déjà décédés et j'en ai que faire de la famille parce que c'est mon histoire. Donc, elle est authentique, c'est du véritable vécu. J'invente rien, donc j'avais pas peur d'une quelconque représaille de la famille. S'il devait y en avoir, j'assumais absolument tout. Et quand il est sorti, c'est tout le contraire de ce qui aurait pu être prévisible. J'ai eu des lettres des tantes qui s'excusaient d'avoir été témoins de maltraitance envers moi, de pas mal de choses. Et elles expliquaient qu'elles avaient essayé de tenter d'intervenir, de faire entendre raison à mes parents, mais qu'elles ont vite été arrêtées par leur mari, qui étaient les frères de mes parents. Hein. Et parce que dans la famille, les affaires financières passaient avant l'affectif. Et on leur a gentiment demandé de se mêler de ce qui les regardait, parce qu'il y avait des intérêts financiers en jeu. Et donc je les ai rassurés en leur disant que c'était pas grave, que moi je leur en voulais de toute façon pas du tout, et qu'on pouvait pas transformer les choses, et le regret donc ne servait à rien du tout, et que de toute façon elle se pourrissait la vie elle-même avec des regrets que moi j'avais pas, et puis voilà quoi. Et je leur disais que elles devaient voir que maintenant ça n'avait plus aucune importance. Voilà, et qu'elles s'en fassent d'eux-mêmes. Et il y en a qui m'ont avoué, c'est rigolo, qu'elles consultaient des médiums en douce. Et je ne savais pas du tout que dans la famille, ils étaient sensibles à ce sujet. Il y a eu alors, il y a quelque chose que j'ai relevé où on va en discuter de ça sur ton approche du mot guide spirituel. Pour toi, parce que chacun a la sienne, c'est vrai que le milieu de la médiumnité, c'est aussi une question de langage aussi, c'est que le mot esprit va être différent pour chacun, le mot guide spirituel, il y a tellement de mots, maître ascensionné, tout ça, enfin chacun a sa propre définition. Qu'importe les angles, du moment qu'il y a une synthèse, surtout, c'est essentiel, mais il y a quelque chose qui... je ne vais pas dire que ça m'a fatigué, c'est pas spécialement ça. C'est que
c'est lorsque tu dis par rapport à ta mère adoptive, donc Ah oui. défunte, défunte à l'heure actuelle, que tu as pu recontacter, voilà, et dont tu dis donc qui est devenu un guide spirituel. Je sais pas si c'est le bon terme, effectivement, mais c'est devenu une accompagnante, en fait. D'accord. Ok. Oui. Ok. C'est une erreur, ouais, Non, parce non, que non, oui, mais c'est une erreur de terme. Ok, non, mais il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai, non, moi, ce que je veux dire, c'est que certains entendent parfois des discours genre, ouais, mais les guides spirituels, en général, n'ont jamais été incarnés, enfin, du moins dans la vie Ah oui, oui, de ça. oui. Voilà, Mhm. chacun a son propre truc. C'est pour ça que je voulais que tu redonnes ton approche, on dirait là-dessus, sur cette association. C'est une maman spirituelle, en fait, parce Ouais, qu'elle elle m'accompagne et elle m'aime beaucoup, elle me félicite, elle est fière. Donc oui, c'est une maman spirituelle, mais pas, non, pas un guide, non. D'accord, ok. C'est une erreur, faudra que je corrige ça si j'en fais une Une édition agrandie avec tout ce qui s'est passé depuis. Bah ouais, bah oui, une réédition avec sur. Bon, on va pas parler de l'éditeur parce que l'éditeur. Non, non, là, c'est toi qui m'as envoyé le livre. Mais sur le même éditeur, je pense pas. Non, non. Ok. Aline, Aline Peugeot, en 2018, donc, elle sort de la médiumnité. Enfin, elle sort. Elle referme la porte de la médiumnité. Tant que c'est comme ça, ça ne vaut pas la peine que je continue dans ce milieu-là. Donc, tu préfères continuer sous un autre aspect, sous un autre registre, qui est lequel? Alors, ben, je transmets maintenant, à travers mes stages, développement des facultés chez les autres, découverte et développement des facultés intuitives et des médiumniques. Et c'est juste que du bonheur parce que les gens, ils en ressortent comme des enfants émerveillés, comme s'ils avaient été capables de faire des miracles. Et donc, c'est juste que c'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Et maintenant, j'ai remis en place un système de consultation, mais c'est j'ai appelé ça, j'ai déjà oublié le terme d'ailleurs, mais c'est une psychologie holistique, c'est-à-dire qui prend en compte toute la globalité de toutes les infos en même temps, hein. Et évidemment, je me sers de mon fonctionnement qui est être médium, mais c'est plus contact défunt, c'est plus parce que quelquefois on me demandait de virer un peu vers la voyance, tout ça, je veux plus. Maintenant, on est vraiment dans la construction. Maintenant, on est dans la responsabilisation de soi. Et maintenant, on regarde les choses en face. On n'essaye pas de savoir ce qui va se prévenir. On n'est pas dans les pattes. On cherche pas à tester non plus le médium. Là, j'ai plus de temps pour ça. Maintenant, il faut se reconstruire parce qu'en se reconstruisant, on pose des actes, des actes de paix, des actes d'harmonie. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit remonter un petit peu ce monde qui part en dérive. Tu es dans cette approche justement d'amener la clairvoyance sous une forme. J'ai fait l'émission là-dessus lundi en plus. Hein, sous une forme de thérapie intuitive, c'est-à-dire de la connexion aux ressources, c'est-à-dire que ce qui avait été traité dans cette émission avec James, qui me remercie, tiens, je vais dire le dernier. Message de James qui était l'invité. Excuse-moi parce qu'il faut que je redescende le fil là. Voilà, merci pour la richesse de votre partage. Je lis en même temps les commentaires qui ont eu lieu entre temps. Cécile, vous me faites plaisir, je vous adore. Ah oui, la Dôme qui pose sa question traditionnelle de savoir quel est votre signe astro et ascendant, Aline? Moi, je suis Lion, ascendant Cancer. Je ressens bien le Lion. Je ressens bien le Lion. Ok. Donc, alors du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, disons. C'est. Tu cherchais un message sur ton téléphone? Non, je voulais en revenir, oui, voilà, donc à la clairvoyance voilà. Ah oui, thérapie, d'ailleurs, il faudrait que je note le mot, c'était pas mal. Psychologie, thérapie, c'était la notion de clairvoyance sous une évolution de thérapie donc intuitive, c'est-à-dire qu'on est plus... Ah voilà, thérapie intuitive, c'est très bien. Voilà, donc on n'est plus trop dans cette...
dans ces anciennes énergies où on se limitait à dire la bonne aventure. Maintenant, on est Oui. sur cette connexion du présent et aussi à entamer un travail sous forme de thérapie brève. Mm. Parce que certains, parfois, 10 ans de thérapie, ça va 5 minutes. Oui, 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 oui. Mm. Pour libérer certaines mémoires, parce qu'on sait très bien Mm. que on est sur... Et en plus, pour toi, ça a dû avoir un sens. Je ne sais pas si tu t'es intéressé à la psychogénéalogie. Ah bah si. Voilà, ouais, oui, Bien parce sûr. que ça... Ah mais je suis partie dans tous les sens hein, pendant mes 8 ans. Hein. J'ai même étudié le fonctionnement du cerveau, j'ai cherché le point commun entre toutes les religions. Ah, j'en ai avalé des bouquins, et puis des pas faciles. Hein. C'est pas facile, surtout que, Oui, oui. en plus, quand on est enfant adopté, la psychogénéalogie Ouais. prend aussi un sens parce que c'est un peu plus compliqué. Mm. Ça va sans dire, voilà, donc... Oui. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte, où il y a, où quand on veut libérer un schéma, mais parfois ça invite un défunt qui est responsable du schéma, enfin qui est responsable, Ouais. alors qui est associé à ce schéma, et ce défunt est un peu collé à nous, Mm. lui, même de manière parfois pas malveillante. Mais qu'est-ce que recherche dire un défunt, si ce n'est pour se libérer de nous, c'est la reconnaissance. Ouais. Ouais. Mm. Tout à fait. Donc, tu es dans cette dans ce sens-là d'amener Oui. la clairvoyance sous son aspect. On est là pour vous aider, on est là pour aller plus vite que vous pouvez. Ça ne veut pas dire que la psychiatrie, tout ça ne sert à rien. Elle a Oui. son rôle, il n'y a, Mm. pas de souci. On parlait, dans ton livre, tu parles de l'alcoolisme. Et l'alcoolisme, c'est quelque chose dont on ne se sort pas par une thérapie brève. Mm. D'ailleurs, comment toi, tu as pu faire? Ben, j'ai comme j'avais un enfant, j'ai réalisé que je la mettais en danger parce que à l'époque je vivais avec un homme violent et qui se droguait, et quand je le savais pas. Et un jour je l'ai vu se droguer, et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit que pendant que je buvais, c'était lui qui devait s'occuper de ma fille, mais en fait j'étais en train de la mettre en danger entre les mains de cette personne. Et du coup je me suis dit, ben il faut que ça s'arrête, il faut que tu reprennes ta responsabilité, et on va retourner la situation. Tu auras la tête sur les épaules pour t'occuper de ta fille et arrêter de la mettre en danger. Voilà. Et puis aussi, c'était un sursaut de rébellion, parce que évidemment quand j'ai annoncé ça, ça a été la rigolade vu que ça faisait 20 ans que je buvais. Donc personne ne me croyait, personne pensait que j'allais réussir, et la rébellion montrait que, encore une fois, non, on me connaissait pas, on se trompait, et que moi aussi je pouvais faire preuve de volonté si j'en avais envie. Donc le fameux ego avec le petit orgueil derrière, quand même, il aide dans certaines situations, dans certaines addictions, parce que il entre en jeu là. C'est lui il y a rien qui est inutile dans notre construction. Donc même ce qui s'apparente à de l'orgueil ou de la fierté, en certaines situations, on en a bien besoin d'une petite dose. C'est pas évident, l'alcoolisme. Enfin, c'est pas évident. C'est quand même... C'est pire que le tabagisme. Le tabagisme, on peut s'en sortir. Enfin, on peut arrêter, certains arrêtent du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'alcoolisme, il est aussi... J'en ai bavé, hein. J'en ai bavé, hein. J'avais même des hallucinations, hein. C'était vraiment les crises de manque comme de la drogue, hein. C'était affreux. Oui. D'ailleurs, la drogue fait partie... Enfin, non, quoique la drogue, non, tu n'as jamais... On a ce petit point commun, c'est vrai que... J'ai pas fait. Drogue, pas de trip. C'est qu'à chaque fois que j'ai eu touché, c'est au moins une ou deux fois avec la meilleure volonté du monde. Bad trip, et non, je touche pas. Voilà, c'est aucune volonté de retoucher à ça. Non, moi aussi, j'en ai très peur. La seule fois où j'ai fumé un joint, j'ai vomi tout ce que j'ai pu, et moi, j'ai peur du vomi, donc oui. Ça m'a vacciné. Oui. Donc, ben voilà. On est donc tu es sur maintenant une évolution donc sur les thérapies, en gros sur les thérapies donc intuitives, c'est-à-dire amener des ressources à l'autre. C'est dans ce sens-là, dire à ton avis que
Toi, comment tu vois donc l'évolution de ce milieu-là de clairvoyance, médecine alternative, enfin, ça rejoint aussi les médecines alternatives, hein. Thérapie alternative, que la clairvoyance doit être au service. La voie est là parce que tout ce qui est classique est basé sur des choses qui sont périmées ou alors qui sont formatées, qui prennent pas compte de l'individualité de chacun. Ils font des groupements de cas. Donc et l'évolution fait que maintenant, je trouve que les gens ont de moins en moins envie de rentrer dans des cases, ont moins envie de suivre comme des moutons. Parce que c'est saturé, la voie qu'on leur montre est saturée, donc en fait ils étouffent et ils ont besoin de trouver de l'air ailleurs et ça les mène sur des chemins individuels et ça c'est bien parce que ça sollicite leur créativité, voilà, enfin t'as compris ce que je voulais dire. Okay. Et ces médecines-là, justement, prennent en compte l'unicité de chacun et c'est la voie. Parce qu'on ne peut pas faire des généralités concernant l'être humain. Il y a tellement de choses à prendre en compte qui lui appartient. Et aussi, les plus grandes... la médecine, par exemple, était à un niveau il y a très longtemps qu'on n'a même pas rattrapé encore. Donc, parce qu'on est dans l'industriel. Mais par contre, quand l'homme ira de plus en plus dans l'observation et dans le respect de son environnement, dans la considération de son environnement, je pense que le progrès sera beaucoup plus conséquent. Parce que la solution, elle est autour de nous. Là, on parle surtout par la médecine, enfin, surtout du côté occidental, parce que du côté oriental, du côté de la... Oui, ils ont tout compris, ils sont en avance. Ils ont compris depuis longtemps. D'ailleurs, il a fallu le temps pour que ça s'importe en Europe. Ouais. Il a fallu et encore. Là-bas, on maintient en bonne santé, on soigne pas. Voilà. Ici, on étouffe la douleur parce que on ne sait pas d'où vient le mal, mais on fait semblant de savoir. Bah oui, voilà, on prend Doliprane, c'est dire, c'est pour être grossier, c'est comme si on disait ta gueule à la douleur, voilà, mais oui, c'est ça. Tais-toi, en gros. Mais voilà, mais il y a du dire de se taire, ça veut pas. Elle ne fera que se taire pendant une période, hein, après, si elle veut revenir, c'est là qu'on est sur aller à la racine des problèmes, c'est sur quel schéma, on part sur des considérants, on part sur des choses liées aux émotions, voilà. Ouais. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Ça, tu dois connaître. Et puis justement, en amenant les gens à se réparer, ils ont des émotions plus justes, moins extrêmes. Donc, c'est plus harmonieux. Et donc, du coup, quand les émotions sont fluides, ça crée pas des blocages et des maladies et des cristallisations de choses. Voilà, parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, forcément, on rend malade son corps. On est. Alors, il y a une question. Oui, il y avait une question de la Dôme par rapport à l'alcoolisme. Vous ne buvez plus une seule goutte? Ah non. Oui, d'accord. Quand on fait une fête, je prends un petit peu avec les autres, hein, mais c'est pas pour autant que je retombe dedans. Hein, c'est pas. Le lendemain, c'est terminé. Ça arrive, allez, trois fois dans l'année, c'est tout. C'est pas évident. C'est pas évident ça d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des... pour avoir moi-même vu des témoignages d'anciens alcooliques, c'est vrai qu'un qui était assez lucide et hard sur le sujet, il disait, mais alcoolique, on le reste toute sa vie, même si on boit plus une seule goutte d'alcool. Enfin voilà, c'était sa vision. C'est dans le sens, pas en tant que maladie, mais dans le sens que la tentation... Enfin, voilà, pour certains, la tentation, elle est omniprésente, chaque jour. Autant sur le tabac, il y a des lois pour ne pas présenter, on fait tout un pataquès, même dans les films, pour pas que les gens fument, tout ça. Par contre, l'alcool, ils peuvent y aller, il n'y a pas de souci, il est partout, et donc la tentation est forcément partout. Déjà, c'est bien d'avoir su de gérer
ce qu'on appelle l'alcool, donc dire d'occasion, celui qui est convivial, on dit entre amis, un ou deux verres, et celui qui est lié à l'addiction en tant que maladie. Non. Mais moi, je fume des cigarettes et je trouve très dur d'arrêter. J'avais arrêté 1 an, mais au bout d'1 an, je pouvais dire que la tentation, elle était toujours là. Ouais, ça c'est clair au niveau de la cigarette. Je trouve que la cigarette, pour moi, est plus dure que l'alcool. Donc, ça dépend des gens. Voilà, ça dépend. C'est relatif. Hein. Une question de Sandrine qui est arrivée par mail. Et après, on va apporter une conclusion à cette émission. On est à 1h, voilà. On est à 1h46. Et tu diras ce que tu penses du livre quand même. Mais je l'ai dit, hein. En début d'émission. Tu as loupé. Si tu veux, je peux apporter une conclusion. Oui. Que penser... Alors voilà, que penser de la conscience, nous demande Sandrine. Que penser de la conscience si nous choisissons notre propre chemin avant l'incarnation, où est la place du libre arbitre? Un message pour moi peut-être? Tente. Hein. Oui. Oui, mais si on dit un message pour toi, Sandrine, on va être obligé de donner des messages pour d'autres personnes. Donc, enfin, ouais, je pense que si... tu connais Sandrine, Aline? Sandrine comment? Ah, je n'ai pas son Elle me connaît? Godino, Sandrine. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Je suis obligé de dire... Enfin bon. Que penser de la conscience si nous choisissons notre propre chemin avant l'incarnation? Où est la place du libre arbitre? Voilà. C'est pour moi la question? C'est pour toi. Ah oui, bien sûr, on choisit les épreuves qu'on a surmontées. Le libre arbitre, il est dans la façon dont on va les appréhender. C'est-à-dire, comment dire, par exemple, c'était pas gagné que moi je me sorte du domaine de la prostitution dans cette vie-là. Et je sais que j'ai eu d'autres vies où j'étais déjà dans ce domaine-là et je m'en étais pas sortie. Et dans cette incarnation, j'étais amenée à réexpérimenter la même chose pour pouvoir m'en libérer et comprendre que c'était pas une bonne chose. Et il s'en est vraiment suffi de très peu dans cette vie-ci pour que je fasse pas la même erreur que les dernières fois. Vraiment, c'était pas grand-chose. Et là, c'est le libre arbitre, je pense, qui est venu par là et qui a permis que je mette stop à ce karma répétitif qui allait se représenter tant que j'allais pas m'en sortir. Donc, globalement, on choisit des épreuves, mais le libre arbitre nous permet le chemin pour y arriver ou pas. C'est ce que je pense. Tu as un message de Reynald Roussel. Oh mon Dieu. Recevez tout mon respect. Oh, mais il est gentil. Merci Reynald. Merci Reynald. Je vais te dire ce que j'en pense. Oui. Non, c'est... je l'ai lu... Non, je veux pas dire à reculons. Non, c'est pas le mot qu'il faut, parce que c'est assez... Non. J'ai dit, bon, ok, c'est un témoignage, c'est un parcours de vie, genre, je vais pas faire le gars blasé qui en a vu des tas, j'ai pas non plus une énorme bibliothèque avec tas de trucs. Voilà, c'est que je... Mais, à mon sens, quand c'est une déontologie, c'est une éthique qui m'est propre, c'est pas forcément celle de tous, mais que de lire avant le livre, de l'auteur, avant de l'invité. Pour que je prenne des notes et pour que j'ai ma propre petite vibration par rapport à l'invité. Et comme j'ai pu dire, au bout de 5 premières pages, j'ai dit « Waouh, ok ». Et il se trouvait qu'à cette période-là, j'étais en pleine répétition de discours. Enfin, répétition. J'étais dans le discours par rapport à certaines personnes, à leur expliquer ce que c'était vraiment qu'un libre arbitre. Enfin, pas qu'un libre arbitre, je ne sais pas d'où vient ce lapsus, qu'un lâcher-prise. Et une fois, à mi-chemin du livre, j'ai dit, si tu veux savoir ce que c'est qu'un lâcher-prise et qu'un éveil, je te recommande ce livre. J'ai commencé à le recommander, je l'avais lu à moitié. Ah oui.
Euh, Ensuite, l'éveil, oui, ben, l'éveil, moi j'ai retrouvé des choses qui me parlaient, parce que qui me sont propres aussi. On est dans mon parcours, enfin, qui est encore actuel, qui est de celui de, ok, on a source de connaissances, on lit, on lit, on lit. Tu vois, d'ailleurs, c'est un peu un clin d'œil à certains que de mettre la bibliothèque derrière moi, tu vois, c'est un petit clin d'œil personnel. C'est qu'on est dans cette soif de connaissances, mais à un moment donné, il y a ce palier à faire que de passer, plutôt que de passer de l'interface des auteurs, de l'interface des autres, pour se faire notre propre vérité. C'est à nous, par l'expérience, à avoir notre propre vérité et par notre propre pratique, et de passer par le faire, F-A-I-R-E. Et avec ce parcours, que tu sois passé par le faire, avec une volonté de faire, dans tous les sens du terme, voilà, c'est une jolie prouesse. C'est une jolie prouesse et c'est un très beau témoignage d'amour de soi. Un très beau témoignage qui explique l'intégrité de soi, retrouver son intégrité de soi. Et voilà. Ah, mais c'est beau, merci Nico. Merci. Du chaos à l'éveil spirituel. Et il a un effet thérapeutique chez les lecteurs, et ça, c'est juste que du bonheur pour moi, parce que c'était vraiment le but escompté. J'entends replan, voilà. Du chaos à l'éveil spirituel. Édition Exergue, Aline Peugeot. Si tu veux apporter une conclusion à cette émission. Ben, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, parce que ça me fait vivre ça, de partager, de transmettre l'espoir, de transmettre tout ce que j'ai retrouvé, toute ma compréhension. Je dis pas que c'est la vérité, absolument pas, mais c'est mon expérience, et j'y mets vraiment tout mon cœur, tout moi. Je ne cache rien, et tout ce que je peux apporter, je le fais de bon cœur, voilà. Et on devrait fonctionner dans un monde comme ça, parce que ça facilite. Moi, le temps de d'annoncer le programme de la semaine prochaine. À chaque fois, j'ai un bug de mémoire. Tiens donc. Il faut que je retrouve la page des événements. Ça va se faire de suite. Je sais que c'est à partir du 11 ou du 12. Pourquoi pas le 12. Avec Perle Louise qui revient avec un petit quelques deux petits mois d'absence, qui revient sur Akasha Media et qui va nous parler protection, voilà, les outils de purification et protection. Et il y en a besoin, hein. Tiens, dernière question. Comment tu as pu te protéger? Moi? Ouais. Justement, c'est ça le problème, je me protège pas. Du coup, je suis obligée de me nettoyer souvent. Bon, voilà, une invitation à voir l'émission avec Perle Louise. Ce sera le 12 juin à 18h avec Perle Louise et les outils de purification et de protection. Et le 14, moi-même avec Patrice Salvigno, l'émission d'échange sur le développement personnel. On a décidé de parler en gros de qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot, développement personnel, qu'est-ce que ça implique, enjeux et perspectives du développement personnel. Voilà. Ce sera le 14 juin avec Patrice Albignol. Merci. Tiens, allez, dernier message de Cécile. Merci Aline, vous êtes quelqu'un de formidable avec beaucoup de courage. Ne changez rien. Merci Cécile, je ne sais rien faire d'autre. Voilà, donc je risque pas de changer, non. Message de Véronique, chapeau Aline et merci pour votre témoignage. Et voilà. Merci Véronique. Merci à vous tous, bonne soirée à vous tous. Merci, au revoir.